Le numérique fait partie de nos vies. C'est une évidence. C'est une lapalissade. Qui n'a pas le nez collé sur son téléphone, sur son ordinateur? Mais on prend assez peu le temps de réfléchir à la place qu'occupe le numérique dans nos vies, mais aussi dans la vie de la société. Est-ce que le numérique n'est pas beaucoup plus politique qu'on le pense, beaucoup plus économique qu'on le pense? Est-ce que c'est pas le Far West de ce côté-là? C'est une question qu'on aborde dans les prochaines minutes avec Anne Allombert. Elle est dans nos studios à Paris. Elle est maître de conférences en philosophie française contemporaine à l'Université Paris 8. Elle fait partie aussi, et ça on en reparlera pendant l'entrevue, du Conseil national du numérique en France. On s'est vraiment arrêté là-bas. On a constitué des comités. On réfléchit à la façon, justement, de faire intervenir l'État dans le numérique, ce qui est tout un défi. Alors, bonjour, Anne Allombert. Bonjour. Alors, Anne Allombert, vous proposez ces derniers jours Schizophrénie numérique, la crise de l'esprit à l'ère des nouvelles technologies. Ça vient d'être publié chez les éditions Alia. Et ça soulève tellement de questions qui sont à la fois simples et complexe. Quand on dit schizophrénie numérique, il faut définir. Mais d'abord, quand j'ai dit c'est un peu le Far West dans le domaine des technologies, on a l'impression, et vous faites le parallèle, que c'est un peu l'industrie du tabac des belles années, déréglementée, qui faisait la loi. Est-ce que c'est un peu ça? Quel est le parallèle entre cette industrie du tabac et l'industrie du numérique? Oui, alors effectivement, je pense qu'il y a peut-être un parallèle à faire dans la mesure où les technologies numériques, même si ce n'était pas du tout leur vocation à la base, ont tout de même été, pour la plupart, appropriées par un certain nombre d'acteurs hégémoniques qui déploient on va dire, des dispositifs qui présentent un certain nombre de dangers, en particulier quand il s'agit de ce que j'ai appelé donc dans ce petit livre des technologies persuasives, qui ont pour vocation en fait de capter nos attentions, etc. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure, et qui engendrent en fait des comportements qui ne sont pas addictifs au sens médical du terme, mais qui ont quand même parfois des ressemblances, disons, des points communs avec des addictions à d'autres substances. Et donc en ce sens, on a quand même des entreprises privées qui tirent profit d'un certain nombre de dispositifs qui, eux, posent des problèmes en termes de santé publique, donc en termes de santé mentale, de santé psychique et d'autres, d'ailleurs même d'autres problèmes de santé plus généraux. Donc en ce sens, oui, on pourrait faire peut-être ce parallèle. Je ne le fais pas directement comme ça, mais je pense qu'il y a quand même des questions qui se posent à ce niveau-là, oui. Et c'est fort intéressant parce que ce que vous dites d'une certaine façon, et vous retournez même au fondement de la psychologie, du marketing, de tous ces principes et de ces techniques qui sont utilisées pour effectivement faire en sorte que l'on consomme, que l'on retourne à l'écran, que justement on soit pisté, qu'on laisse des données, et ça, c'est important de le faire. Pourquoi? Pour comprendre d'une certaine façon que nous ne sommes pas complètement libres dans notre rapport aux technologies? Oui, je crois qu'effectivement, nous ne sommes pas complètement libres dans notre rapport aux technologies. On a longtemps considéré les technologies comme des outils, comme des moyens que les humains pourraient utiliser en fonction de fins qui seraient bonnes ou mauvaises. Or, il me semble que ce que l'on voit avec les technologies numériques aujourd'hui, c'est précisément que ce schéma, si vous voulez, d'un utilisateur et d'un outil, cette conception instrumentale, en fait, de la technique, elle n'est plus valable. Puisque quand vous faites une recherche sur Google, vous le savez comme moi, votre recherche alimente en fait le moteur de recherche et nourrit les algorithmes de Google. C'est d'autant plus vrai dans un dispositif comme ChatGPT, par exemple, où la requête que vous faites va nourrir le réseau de neurones artificiels qui sont derrière le dispositif. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on constate ? On constate en fait que la technologie utilise son utilisateur. Donc, en ce sens, on ne peut plus croire, si vous voulez, que nous sommes complètement libres à l'égard de nos technologies. En fait, nous sommes conditionnés. Ça ne veut pas dire que nous sommes déterminés, mais ça veut dire que néanmoins, ce milieu technique nous façonne, configure un certain nombre de nos comportements, de nos conduites, de nos attitudes, de nos schèmes de pensée. Et donc, nous devons prêter une attention très particulière, très singulière, à la manière dont ce milieu technique fonctionne et à la manière dont il est contrôlé.
Mais ce que vous dites, c'est que nous, on peut avoir l'impression que ce n'est qu'un outil, comme on aurait, par exemple, comme on utilise le crayon, comme, par exemple, on peut revenir aux peintures rupestres. Il y a toujours eu des moyens qui sont utilisés par l'humain pour communiquer ou pour poser, par exemple, ses réflexions, ses pensées, ses observations. Mais là, vous dites, on est rendu ailleurs d'une certaine façon. Ça va plus loin que ça et on ne maîtrise plus, nous, l'utilisateur, l'outil qu'on utilise. Exactement, oui. Je crois qu'on n'est plus du tout dans une position de maîtrise. Je ne suis pas sûre qu'on l'ait jamais été. Bon, ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, pour moi, le numérique constitue beaucoup plus un milieu qu'un moyen. C'est-à-dire que nos environnements, en fait, sont numérisés, nos environnements physiques, mais aussi nos environnements mentaux, c'est-à-dire tous les supports de mémoire, les supports de symboles, les supports d'écrit, les supports d'images sont numérisés, circulent sur des supports électroniques, numériques. Et en ce sens, effectivement, c'est la circulation des informations, la circulation des savoirs, la transmission de la mémoire collective qui est en jeu derrière ces questions. Oui, c'est la question de la culture qu'on se façonne, mais vous dites, on ne comprend plus nos modes de communication et je pense que vous dénoncez les systèmes qui sont fondés sur cette collecte massive des données personnelles. Il y a une marchandisation qui est, si je comprends bien vos propos, presque le porte-étendard du néolibéralisme. D'une certaine façon, on contribue sans même le savoir en utilisant ce que l'on pense être des moyens de communication assez simples, mais on contribue par le fait même à un système économique et à un système politique. Oui, tout à fait. Et vous avez raison de souligner que l'un des principaux problèmes, c'est le problème de l'économie des données, de la collecte des données, qui sont ensuite revendues, notamment en vue de diffuser des messages, on va dire, informationnels ciblés, mais la plupart du temps des messages publicitaires ciblés, en réalité, en vue de faire consommer, si vous voulez, les utilisateurs. Et donc, tout ça, évidemment, constitue un modèle, on pourrait dire, techno-économique, qui est celui du capitalisme consumériste numérique, d'une certaine manière. Donc, les technologies, en ce sens, ne sont pas neutres. C'est ça le point important à retenir, peut-être, c'est que, finalement, il faut toujours s'intéresser, quand on s'intéresse à un dispositif spécifique, à la manière dont il fonctionne techniquement et aux modèles d'affaires qui sont derrière ce dispositif. Par exemple, un dispositif comme ChatGPT ne fonctionne pas du tout de la même manière qu'un dispositif comme Wikipédia. Ce ne sont pas du tout les mêmes fonctionnalités techniques qui sont derrière. Vous avez des réseaux de neurones et des modèles de langage artificiel du côté de ChatGPT, alors que du côté de Wikipédia, c'est un peu différent. Il y a évidemment des algorithmes et du traitement, en quelque sorte, de données, mais il y a aussi des règles transparentes, de la délibération humaine. Et puis, par ailleurs, vous n'avez pas du tout les mêmes modèles d'affaires. Vous avez une entreprise privée, d'un côté, qui exploite les données qui ont été générées par les humains sur la toile depuis quelques années. Et puis, de l'autre côté, vous avez un commun, d'une certaine manière, qui produit du savoir pour l'humanité. Donc, je pense que voilà, quand on parle du numérique, il faut vraiment, en fait, éviter les grandes généralités et regarder à chaque fois quel est le modèle d'affaires, quelles sont les fonctionnalités techniques et quels sont leurs enjeux en termes psychiques et sociaux. Oui, mais Anne Lambert, on voit que le défi, il est immense. Parce que vous le dites dans cet essai, je veux dire, tout est politique, il n'y a rien de neutre et tout est économique, mais on se demande si entre le modèle du capitalisme à l'américaine et avec ses grands joueurs versus la collecte massive de données personnelles, par exemple, communiste ou du système socialiste chinois, on se dit, mais comment on peut en arriver à avoir des technologies qui participent à, je dirais, un savoir collectif ou à une mise en commun? Comment on peut trouver une autre voie pour les technologies numériques? Ben oui, ça c'est toute la question. Alors, je n'ai évidemment pas de solution, mais le point, c'est de bien voir que ces deux modèles-là, si vous voulez, le modèle américain et le modèle chinois, ne sont pas les seuls possibles. Voilà, et qu'il y a en fait des alternatives.
Et ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre quelles sont ces alternatives et de les mettre en avant. Et donc, moi, évidemment, dans ce petit essai, je n'ai pas eu le temps de m'attarder sur tel ou tel type de dispositif numérique spécifique. Mais dans le cadre du rapport sur l'économie de l'attention que j'ai copiloté avec le Conseil national du numérique, nous avons quand même identifié un certain nombre de leviers juridiques, mais aussi de leviers technologiques, hein, c'est-à-dire à la fois des manières de réguler le numérique, mais aussi des dispositifs numériques intéressants qui ont une véritable valeur à la fois d'un point de vue écologique, environnemental, mais aussi d'un point de vue psychique et social. Et ce sont ces dispositifs-là, en fait, qu'il faudrait promouvoir, qu'il faudrait soutenir financièrement, si on veut créer un modèle alternatif. Mais est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce qui peut être fait? Parce que, justement, avec, vous le disiez, le Conseil national du numérique, vous et vos collègues, vous réfléchissez, entre autres, au rôle de l'État. On a l'impression que l'État, en tout cas ici, c'est une évidence, a peine à suivre la parade, vraiment. On voit, puis d'ailleurs partout, c'est un peu ça, que les grands joueurs mènent la danse, mènent le pas et dictent l'ordre du jour. Comment on peut faire? Parce qu'on peut peut-être revenir du point de vue de la psychologie puis de la façon dont on nous rend, d'une certaine façon, consommateurs. C'est comme inhérent au monde numérique. Jusqu'où on peut aller pour changer les processus, pour intervenir dans la façon dont fonctionne le numérique? Oui, alors effectivement, c'est une question assez... difficile, assez vaste. Mais je vais essayer de répondre un petit peu. En fait, alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'effectivement, ce que vous décrivez, finalement, c'est un état de disruption. C'est-à-dire que les pouvoirs publics, on va dire, les lois elles-mêmes, sont court-circuitées, sont pris de vitesse par une innovation numérique permanente qui s'impose, en fait, on l'a vu avec sociétés. ChatGPT récemment. On est complètement débordés. Exactement, on est complètement dépassé. Et par ailleurs, il faut bien noter que cette innovation s'est imposée alors même qu'elle n'était pas conforme au règlement sur les données personnelles, etc. Je veux dire, à l'origine. Et puis qu'elle pose plein de problèmes aussi en termes de droits d'auteur. Enfin, je veux dire... éthique, entre autres, Voilà, exactement. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il il faut bien se rendre compte qu'il y a un premier problème très général qui est cet état permanent de disruption numérique et il faudrait quand même s'interroger sur la nécessité de contraindre non pas l'innovation, non pas la recherche, évidemment, c'est pas la question, mais avant la diffusion de ces dispositifs dans les sociétés, avant leur diffusion massive et planétaire extrêmement rapide, eh bien, il faudrait que les acteurs qui les proposent, en quelque sorte, soient contraints tout de même d'avoir des sortes, je sais pas, d'accords de la part des chercheurs, de la part des représentants politiques, de la part des citoyens. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on puisse anticiper un petit peu en amont les enjeux psychiques, sociaux, politiques des dispositifs technologiques pour savoir si on les désire collectivement ou non, ces dispositifs, et s'ils sont soutenables, parce que c'est aussi ça la question. Il n'est pas du tout sûr que les grands modèles de langage qui sont au fondement d'une technologie comme ChatGPT, en fait, pour pouvoir fonctionner, les algorithmes ont besoin d'être entraînés sur des quantités massives de données qui doivent être elles-mêmes stockées dans des serveurs, ce qui a un coût énergétique très important. Et donc, peut-être qu'en fait, ce n'est simplement pas souhaitable de ce point de vue-là. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on devrait pouvoir en discuter avant que ces technologies ne soient déployées à grande échelle. Parce qu'ensuite, le problème qui se pose, si vous voulez, c'est que de même que... on a aujourd'hui un certain nombre, alors peut-être pas un nombre majoritaire, mais il y a quand même un certain nombre de concepteurs, de créateurs, d'inventeurs des réseaux sociaux qui étaient notamment présidents, coprésidents, responsables de l'innovation chez Facebook ou dans d'autres grandes entreprises qui aujourd'hui en sont revenus d'une certaine manière et ont compris que finalement ces réseaux sociaux entraînaient toutes sortes de problèmes en termes notamment de désinformation, on va dire, et puis aussi en termes de destruction d'un certain nombre de capacités attentionnelles sur lesquelles je pourrais revenir plus tard. Mais si vous voulez, dans l'après-coup,
les personnes même qui ont participé au développement de ces technologies se sont rendues compte que finalement, c'était peut-être problématique et pas désirable pour les sociétés. Le problème qui se pose, c'est qu'une fois qu'elles s'en rendent compte, les technologies se sont déjà déployées, si vous voulez. Bien sûr. Donc, il y a quand même une réflexion à avoir sur la manière de dépasser cette situation de disruption. Mais Voilà. Anna Lombert, j'ai habitude d'être quand même assez optimiste de nature. Mais dans le Oui. dossier qui nous occupe, j'avoue que j'ai peine à voir comment on va pouvoir dompter la bête. Dans la mesure où le fondement même du système capitaliste, c'est d'avoir de plus en plus de consommateurs, de plus en plus de clients, et que si, par exemple, l'intelligence artificielle, si les algorithmes peuvent aider à faire vendre davantage de produits, nous rendre davantage inféodés, ben il y a toujours quelqu'un qui va en profiter, et que si on réussit, par exemple, et là, entre grands guillemets, par exemple, en Occident, à s'entendre, ben il va y avoir d'autres positions ailleurs dans le monde. On est incapable de s'entendre internationalement. C'est pour ça, entre autres, que l'environnement, comment peut-on penser qu'on va tous s'y mettre? Mais c'est un peu la même chose pour le numérique, non? Je suis un peu dépressive ce matin, peut-être. Non, je pense que oui, enfin, je veux dire, ce que vous dites est tout à fait juste. Je partage tout à fait votre point de vue, mais néanmoins, je pense qu'il faut travailler dans le sens d'une contre-tendance, si vous voulez. Quand on se rend compte qu'une tendance dominante est autodestructrice, eh bien, on ne peut pas se contenter de désespérer d'une certaine manière. Et il existe, par ailleurs, un certain nombre de projets. Déjà, quand on voit, par exemple, Wikipédia, Wikipédia, c'est quand même la preuve qu'avec le numérique, on peut faire des choses incroyables. Oui, il n'y a pas que du mauvais, ça, c'est sûr. Ah non, voilà. Et loin de là. Et d'ailleurs, en fait, il y a même beaucoup de choses qui, évidemment, n'étaient pas possibles auparavant et qui se sont déployées aussi de manière extrêmement intéressante avec ces technologies-là. Mais il existe aussi aujourd'hui beaucoup de groupes qui proposent non pas des solutions, mais je dirais des initiatives qui vont dans un sens très intéressant. Donc, je vais vous donner 2 exemples. Il y a un projet associatif en Suisse qui s'appelle le projet Tournesol et qui, en fait, a pour objectif, disons, de développer des algorithmes fondés sur la délibération humaine, l'évaluation humaine de contenu audio ou vidéo. Et l'idée, en fait, si vous voulez, c'est de faire des algorithmes de recommandation qui vous recommandent des contenus certifiés par les pairs, d'une certaine manière. Alors après, on peut imaginer que ça soit déployé de différentes manières, mais l'idée, c'est que vous n'auriez plus des suggestions automatiques de contenus basés sur les contenus que vous avez déjà vus ou sur les contenus les plus vus, etc. Mais vous auriez des suggestions de contenus qui ont été évalués par tel ou tel groupe, par exemple. Oui. Et ça, par exemple, c'est très intéressant. Il faut bien comprendre que l'état de fait dans lequel nous sommes n'est pas du tout une fatalité, en fait, n'est pas du tout inéluctable. Et il faut développer une imagination technologique. Donc, je poursuis mon exemple. En fait, ce que ça signifie, ça signifie que aujourd'hui, la circulation massive des désinformations est en grande partie due à la suggestion automatique de contenu. C'est-à-dire qu'on vous suggère toujours les contenus les plus vus et ceux que vous avez déjà vus et ceux que vous allez, soi-disant, aimer le plus parce qu'on veut vous garder connecté le plus longtemps possible. Ce qui crée des phénomènes de chambre d'écho où vous vous retrouvez finalement dans une bulle informationnelle. Hein. Bon, on connaît déjà ça. Absolument. Donc l'idée, c'est que si on veut affronter ce problème, eh bien, il faut justement réintégrer de l'évaluation, de la délibération, du jugement humain dans les systèmes algorithmiques. Et ça, c'est tout à fait possible. Et ce projet, par exemple, tente d'aller dans ce sens. Et il y a d'autres projets de même type. Il y a aussi... pour vous donner un autre exemple sur un autre plan. Pour me remonter le moral un peu. Voilà. En France, cette fois-ci, le développement d'un certain nombre de plateformes qui s'appellent Bipop, mais qui changent de nom selon les localités. En fait, l'idée, c'est de développer avec le numérique des liens locaux entre des bénévoles, entre des associations, entre les institutions locales, entre les personnes qui sont dans le besoin. Et la plateforme, en fait, s'inscrit, si vous voulez, dans les différentes localités.
avec les différentes institutions politiques, les différentes collectivités territoriales concernées, pour recréer du lien social, si vous voulez, local. Et ça, par exemple, c'est extrêmement intéressant aussi. Et ce type d'initiative numérique, en fait, il faut les valoriser, il faut les porter politiquement, et surtout, il faut changer les critères de financement de l'innovation. Si vous voulez, le problème, c'est qu'on ne peut pas continuer à financer massivement des dispositifs technologiques qui sont destructeurs du point de vue environnemental et destructeurs pour les sociétés. Et ça, c'est tout à fait possible de le faire d'une certaine manière. Alors maintenant, le problème, effectivement, que vous posez au niveau de la compétitivité économique, au niveau des enjeux géopolitiques, bien sûr, il y a toutes sortes de questions qui se posent et que je ne pourrais pas traiter maintenant, mais il n'empêche que avant même d'en arriver à ces questions, il y a beaucoup de choses très positives à faire. Donc, faire intervenir l'humain, entre autres choses, que les technologies, et ça, c'est vous qui le dites, numériques, soient mises au service des communs et de l'intelligence collective et non de l'exploitation des attentions ou de la quantification des relations. C'est ce que vous dites. Et vous dites qu'il ne s'agit pas de refuser l'innovation et le progrès, mais d'œuvrer pour des modèles économiques et industriels fondés sur le partage des savoirs singuliers et diversifiés. Je vous trouve très, très, très optimiste, en effet, très idéaliste, mais vous nous donnez des exemples justement de mise en commun. En terminant, donc, Anne Allombert, comment les gouvernements peuvent, vous l'avez dit, par le financement, entre autres choses, par des programmes de financement qui ont des objectifs de mise en commun, quel est le rôle du politique et est-ce qu'il n'est pas minuit moins une dans ce dossier-là? Le politique, je pense, doit quand même s'emparer de ces questions parce que si on en est arrivé là d'une certaine manière, c'est parce que la question de la technologie aussi a été un petit peu délaissée par la politique, disons, par la pensée politique, par la théorie politique et finalement par la pratique politique elle-même. Parce qu'on a pris, Anne Allombert, pour acquis qu'il s'agissait de commerce, tout simplement, j'imagine. Hein? Oui, je ne peux pas répondre dans le détail, mais si vous voulez, l'idée, c'était que finalement, il s'agit effectivement de développement technique, industriel, économique, et il n'y aurait, soi-disant, pas d'enjeux sociaux, politiques, culturels, etc. On se rend compte aujourd'hui que ces questions, en fait, sont intimement liées. Vous voyez, on ne peut plus opposer d'un côté la technique, la culture, ou bien l'industrie, le savoir. Non, en fait, il faut penser ces choses-là ensemble. Et c'est ça qui est très difficile parce qu'on vient quand même d'une tradition philosophique même, qui est construite sur ce genre d'opposition. Très segmentée aussi. Voilà, l'esprit, la matière, la culture, la technique, l'intelligible, le sensible, etc., etc. Donc, il y a quand même une difficulté à appréhender ces questions-là. Mais je pense que tout de même, les représentants politiques qui doivent œuvrer, disons, dans l'intérêt collectif des sociétés doivent s'emparer de ces sujets et puis aussi qu'il y a un travail à faire au niveau de la société civile elle-même. Moi, j'ai travaillé pendant quelques années avec le philosophe Bernard Stiegler en France, dans le cadre de projets de recherche contributive, où en fait on essayait d'associer donc des chercheurs avec des acteurs économiques, avec des citoyens, sur différents types de questions, pour essayer de concevoir et d'expérimenter ensemble des dispositifs numériques, j'ai envie de dire alternatifs, mais en fait surtout qui répondent aux besoins des habitants localement. Et voilà. Mais alternatif ne veut pas dire marginal, parce que là, on est vraiment dans une culture de masse et il faut massivement atteindre les gens. Anne Allombert, c'est très intéressant, on se quitte là-dessus, mais quand on parlait justement de la segmentation et du fait que dans ce cas-ci, évidemment, c'est un dossier, des enjeux qui touchent toutes les sphères de notre vie, on se rend compte que c'est la même chose peut-être, et là, je fais un parallèle parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais vous parlez aussi d'écologie et d'environnement, c'est un peu le même problème. On a de la difficulté à comprendre cet ensemble, cette question qui touche tous les secteurs et on fonctionne encore avec différents ministères qui se renvoient la balle. C'est probablement la même chose dans le monde du numérique. Il faut peut-être repenser nos façons d'organiser nos sociétés. Mais bon, vaste sujet, vaste débat. Vaste question. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vous êtes un peu de cet avis, hein?
Oui, je suis un peu de cet avis, mais en même temps, c'est vrai que bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et ce que je crois, enfin voilà, moi je crois beaucoup en ces types de recherche-action, hein, qui aussi permettent de mettre en relation, vous parliez de segmentation, mais l'enjeu c'est aussi de mettre en relation les recherches sur ces sujets Oui. et les décisions politiques et puis les projets, j'ai envie de dire industriels ou économiques, hein, de faire se parler en Oui. fait ces différents acteurs que sont les représentants politiques, les chercheurs académiques, les acteurs économiques, et de les faire travailler ensemble. En réalité, c'est vrai que là, on peut obtenir, en associant aussi évidemment des citoyens, des associations, des représentants de la société Oui. civile, on peut obtenir des résultats véritablement intéressants. Alors, Anne Allombert, je rappelle que cet essai court, mais quand même riche et dense, s'appelle Schizophrénie numérique, la crise de l'esprit à l'ère des nouvelles technologies. C'est publié aux éditions Alia. C'est disponible ici, donc, dans nos librairies. Il sera question d'économie de l'attention, d'infobésité, hein, de surabondance d'informations, de neuroéconomie. Tout ça est passionnant et un peu inquiétant. Merci beaucoup, Anne Allombert. Merci beaucoup à Merci. vous. Au revoir. Merci. Bonne journée.